Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caride, merci d'être venus ce soir. On est extrêmement heureux d'accueillir Lionel Trouillot chez Caride pour la deuxième fois. Moi je suis une libraire plutôt jeune, donc j'ai découvert Lionel Trouillot assez récemment. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Thérèse en 1000 morceaux, donc, qui était son deuxième roman qui est paru en France en 2000. Thérèse en 1000 morceaux, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui l'ont lu. Ça donnait à lire au lecteur le cahier d'une jeune femme de 26 ans, Thérèse donc. Ça se passe sans doute dans les années 50. Et Thérèse part, elle prend un cahier d'écolier, un stylo bille, pour écrire les circonstances de ce départ et de cette libération, un parcours solitaire, radical vers une nouvelle vie. Et dans ce cahier, en fait, on assiste à l'irruption d'une autre Thérèse, qui est violente, iconoclaste, à travers des crises de schizophrénie qui viennent de la saisir, et qui créent une sorte de déclic, et qui permettent à la narratrice de s'émanciper de ce qui était l'ancienne Thérèse, de lutter contre une personnalité qui était comme une dépossession d'elle-même. Cette personnalité, c'était la personnalité d'une jeune fille éternellement soumise et résignée, avec à côté d'un père disparu, coureur de jupons effréné, ruiné, qui était mort alors qu'elle était très jeune, criblée de dettes. Et à côté d'une mère inflexible, totalement confite dans sa religion, dans son désespoir et voulant à tout prix maintenir sa dignité, une dignité de façade. Et puis à côté d'une sœur cadette qui lui avait enseigné à être terriblement résignée et effacée. Donc moi, dès ce premier roman, j'avais été vraiment saisie, éblouie. Et après, avec tous les autres, par la puissance des chœurs, des voix que nous fait entendre Lionel Trouillot, par l'intrication de ce qui est une parole intime avec une parole politique, et puis par l'expression d'un jeu ou de plusieurs jeux, dans le cas de Thérèse, qui contient en elle l'expression du nous, par la révolte contre le désastre, par la révolte contre la dépossession, qui est dans tous ses livres exprimée avec énormément de souffle, et puis aussi par l'amour et la bienveillance radicale qu'on voit dans tous ses livres. Donc on est extrêmement heureux, j'ai beaucoup de bonheur de le recevoir à nouveau aujourd'hui, puisque Lionel Trouillot était déjà venu en septembre 2013, donc pour la parution de Parabole du failli. Donc ce soir, on va beaucoup parler de Kandiabou, donc qui vient de paraître ces jours-ci chez Actes Sud. Donc ça évoque une bande de 5 jeunes gens qui sont amis depuis l'enfance. Donc il y a 2 sœurs, Sophonie et Joël, Rodney, Popol et puis le narrateur. Ils habitent dans la rue de l'Enterrement et au bout de cette rue se trouve le grand cimetière, dans un quartier pauvre de Port-au-Prince. Donc ils sont confrontés aux inégalités de richesse, à la violence des rapports sociaux, à la violence de ces inégalités, et puis aux dégâts de l'occupation par les forces militaires américaines, par les institutions internationales, les ONG, dans une Haïti qui est ce qu'on appelle soumise au sous contrôle de la communauté internationale. Donc ils ont rêvé d'une révolution ou d'une transformation de la société, elle ne s'est pas produite, et ils ont entre 25 et 30 ans, et à cet âge-là, ils sont déjà assez vieux de ces espoirs déçus. Donc le narrateur de Kandiabou écrit un journal. Il observe depuis la rue de l'Enterrement, il observe les choses, les gens, les itinéraires. Donc dans ce roman, on croise aussi beaucoup d'autres personnages. C'est un roman qui exprime à la fois la révolte, l'espoir du bonheur et de l'amour, et puis l'impuissance. Alors dans les autres personnages, on va en parler tout à l'heure, il y a notamment une vieille femme qui s'appelle Manjane, qui est donc la doyenne de la rue. À un moment, le narrateur dit qu'il n'y a que le cimetière qui soit né avant elle. Donc elle est la mémoire du passé, et notamment la mémoire de la première occupation américaine. Et puis c'est aussi une femme extraordinaire, une gardienne des règles d'humanité. Il y a un autre personnage qui est le petit professeur, un grand lecteur qui a une bibliothèque très riche et qui aime observer et échanger avec le narrateur sur les gens et les choses. Donc on va essayer ce soir de parler de tous ces personnages, du roman. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de vous faire entendre la langue de Lionel Trouillot. Donc je voulais vous lire un extrait, sauf si vous voulez dire quelque chose. Donc je vais commencer par vous lire un extrait du début. Donc c'est le 3e chapitre, où le narrateur évoque justement l'occupation.
Cette habitude du journal, elle m'est venue depuis l'enfance. Pour mes 6 ans, Sophonie m'avait offert un carnet. Sophonie a toujours eu le don de devancer les gens comprenant leurs besoins, leurs attentes, avant même qu'eux en aient conscience. Je me rappelle le lion de la couverture et le rire de mes camarades de classe. Écrire n'est pas une chose courante à la rue de Lanternon, c'est une folie rare. Et l'on devient un peu étranger en passant du temps loin de l'agitation des fêtes et des bagarres. Dans mon enfance, pour écrire, j'allais me réfugier chez Manjane. Elle me laissait griffonner mes bêtises en silence. Puis venait le moment où elle ne pouvait s'empêcher de parler de la première occupation. Elle ne disait pas « la première », vu qu'elle ne s'attendait pas à une deuxième. Je n'oublierai pas le jour du débarquement des troupes étrangères. Elle s'est enfermée dans sa chambre avec sa chatte fidèle et n'a pas prononcé un mot durant toute la journée. Je crois que c'est le seul jour où je l'ai vue pleurer. J'avais 13 ans. Je n'avais jamais vu autant d'armes et de chars sauf dans les films. Popol, Wodney et Sophonie essayaient de mobiliser les jeunes en leur disant « il faut faire quelque chose ». Joël et moi, nous les suivions sans savoir quoi dire. Nous n'avions pas le langage. 2 ou 3 ans peuvent faire une grande différence quand il s'agit d'appeler à la mobilisation. Mobilisation, c'était le mot d'ordre. Mais nous n'avons mobilisé qui que ce soit. Les adultes, le cordonnier, les croque-morts, la marchande d'Akassan, le vieux relieur qui n'avait déjà plus beaucoup de vieux livres à relier, nous ordonnaient de leur foutre la paix, en nous criant qu'il ne restait plus rien à préserver. Ni rêve, ni dignité. Les gamins menaçaient de nous casser la gueule. Seul Julio avait accepté notre invitation. Il préfère les garçons, mais pas les crânes rasés. Elles n'étaient pas nombreuses les voix qui protestaient. C'était comme si les gens s'étaient couchés. Comme si c'était le monde entier qui avait pris possession de nos rues. La ruse de l'occupant, c'était cette pléthore de drapeaux, de couleurs, d'uniformes. Le sourire amical des généraux et des porte-paroles. Les discours d'amitié et le multilinguisme. Comment se révolter contre un ennemi qui change sans cesse de ton et de visage? Devant les grands malheurs, le pire, c'est sans doute l'impuissance. Tout se jouait au-dessus de nos têtes, au propre comme au figuré. Les avions et les hélicos, et les dirigeants du pays qui avaient dit « oui, vous pouvez entrer ». Et les profs de cours privés d'anglais et d'espagnol faisant soudain fortune. Popol, Sophonie et Wodney, nos leaders à Joël et à moi, vivaient mal l'échec de leur première initiative. On peut avoir 15 ans, aimer son pays et se demander qu'est-ce qu'un temple dont les gardiens se transforment en marchepied, en lèche-bottes. 10 ans plus tard, ce sentiment d'abandon et surtout cette colère ne nous ont jamais quittés. En colère contre tout, contre tous et nous-mêmes. Cette colère nous tuera ou nous fera tuer en se trompant peut-être de cible. Je crois aussi que l'impuissance nous a un peu divisés. C'est à ce moment-là que les premiers conflits ont apparu entre Popol et Wodney. Avant, rien ne les avait jamais séparés. La défaite amène la division et au bout du combat perdu, tel reproche à tel compagnon de s'être mal battu. Parmi les adultes, seul Manjane nous avait bien accueillis. Le soir du débarquement, elle est sortie de sa chambre, nous a fait signe de monter, nous a offert du thé et elle a dit « Petit, c'est une terre sans à la tête. Regardez ces gens qui marchent dans la rue, personne ne veille sur eux, ne se bat pour eux. Et c'est comme ça depuis toujours. Alors tous les rapaces leur tombent dessus. Vous allez souffrir, nous allons tous souffrir. La souffrance a besoin d'air, d'espace. Soit on la crache, soit on étouffe. Alors quand viendra l'heure du crachat, n'allez pas vous tromper de cible. » Alors pour démarrer, je voulais vous poser une question sur le titre du roman. Puisque donc Kandjavou, ça évoque l'idée d'une fête, d'une grande fête. Il y a un des personnages, on va en parler, qui rêve de cette fête, et cette fête, elle est sans cesse ajournée. Et puis Kandjavou, dans le roman, c'est aussi le nom d'un bar que fréquente le personnel des institutions internationales et la bourgeoisie. Comme si donc cette bourgeoisie haïtienne, les technocrates, étaient alliés de cette chose un peu monstrueuse et surtout insaisissable qu'on appelle la communauté internationale. Et comme s'ils s'étaient appropriés non seulement la richesse, les décisions politiques, mais aussi la fête, la joie. Bonsoir, merci à vous d'être là. Mais c'est exactement ce qui, à mon avis, se passe dans la réalité haïtienne. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Non seulement vous avez quasiment 2 mondes, vous avez ce monde de l'occupation, ce monde du pouvoir, ce monde de la richesse, et qui va s'encanailler dans ce bar qui s'appelle le Kandjavou, mais il y en a quelques-uns qui sont assez célèbres dans la réalité haïtienne, le quartier latin, de Vieux, il y en a 6 ou 7 qui pourraient correspondre au Kandjavou. Donc non seulement ils ont la richesse et le pouvoir, mais en plus ils privent les autres
je dirais, de l'expression de leur quête, parce qu'ils vont voler ce mot très beau et très digne à la culture populaire pour en faire un bar exotique où les jeunes paumés de l'assistance internationale viennent chercher des étalons noirs, où les grands cadres viennent chercher aussi des étalons noirs, où ça n'a rien à voir avec la réalité haïtienne. Donc voilà donc ce mot qui est quand même le symbole du rêve d'un vivre ensemble qui réunirait tout le monde dans l'abondance, la fête, le partage. Voilà que ce mot, quelqu'un le prend et il est d'une certaine manière galvaudé. Et à un certain moment, le narrateur le dit. Il dit, écoute, en parlant à un autre personnage, il dit, maintenant les Kanjaou, c'est les riches qui les font. Et nous ne pouvons même plus rêver à cette fête collective. Donc, c'est à la fois une sorte d'usurpation d'identité, ou de... Enfin, c'est vraiment s'approprier non seulement la terre de l'autre, les richesses de l'autre, mais voilà maintenant le langage de l'autre. Alors, le narrateur du livre a donc cet ami, le petit professeur. Et le petit professeur le surnomme Sentinelle des pas perdus. Donc ils sont tous les deux dans la rue, sur le trottoir, et puis ils aiment bien observer les gens, leurs itinéraires. Donc Rue des pas perdus, c'était aussi le titre du premier roman qui a été publié en France par Actes Sud, où on avait donc 3 personnages, une vieille tenancière de bordel, un chauffeur de taxi, un intellectuel qui racontait une nuit d'horreur dans Port-au-Prince. Donc cette expression des pas perdus, est-ce que ça renvoie à quoi? Les sacrifices, les efforts de ceux qui ont rêvé d'une vie plus égalitaire ou meilleure pour tous ou... Cela, mais pas seulement cela. Moi, je suis obsédé par la marche, par les itinéraires. Et les questions que pose le narrateur sont des questions que je me pose. Que va faire ce personnage qu'on appelle la petite brune dans ce bar haïtien où elle va tomber amoureuse, bêtement, de manière très ridicule, d'un jeune homme qui vient d'un milieu très pauvre et dont la gloire est de lever une blanche plaie mercredi soir. Et la question, quel est l'itinéraire qu'elle a suivi de la banlieue parisienne à ce bar, cette idée qu'elle se fait d'elle-même en poussant l'exotisme un peu trop loin. Parce que les parties de plaisir, c'est une chose, mais quand tomber amoureuse, elle est complètement folle. Les autres, d'ailleurs, dans son monde, ne tombent pas amoureuses. Elles vont revenir chez elles et quelques années plus tard, après avoir économisé de l'argent et entrer dans une vraie vie. Elle se trompe d'itinéraire. Le petit professeur, d'une certaine manière, se trompe d'itinéraire. Il est d'un milieu plus aisé que ses filles et garçons de la rue de l'Enterrement. Il va tomber amoureuse de la belle Joëlle dans ce quartier pauvre et tout de suite ça va créer de la résistance de la part de notre personnage Rodney qui lui ne peut pas comprendre qu'on puisse venir d'ailleurs et tomber amoureux d'une fille de la rue de l'Enterrement. Pour lui, une fille de la rue de l'Enterrement, sa destinée c'est de mourir à la rue de l'Enterrement et de n'aimer que un garçon de la rue de l'Enterrement, en l'occurrence lui-même. Donc pour moi, qu'est-ce que nous faisons de notre marche? Où nous conduisent nos pas? Et pourquoi certains peuvent résister? Bon, déjà, il y a des gens qui se trompent de marche, mais il y a aussi des gens qui sont incapables d'accueillir ceux qui viennent vers eux, parce qu'ils estiment qu'ils viennent de trop loin. Donc c'est tout cela que je mets un peu en discussion. Et les deux, le petit professeur et le narrateur, quand ils discutent le soir, ils sont tous les deux sentinelles des pas perdus. Et eux-mêmes sont aussi dans, je dirais, ce commerce des pas perdus qui fait malheureusement la vie humaine aujourd'hui dans ces sociétés où il y a le triomphe de l'individualisme et de la précarité. Ça renvoie aussi à ce qu'il y avait dans votre roman La Belle Amour Humaine, qui était tout entier sous la question que faire de sa présence au monde. Donc on avait cette jeune femme qui revenait en Haïti, donc avant sa folleur, pour retrouver la trace de son père et puis essayer de résoudre la disparition énigmatique de son grand-père. Mais la question politique, pour moi, toutes les fois où on se cherche et ne cherche que soi, on va se tromper d'itinéraire.
Pour moi, la recherche de soi n'est concevable et intéressante que dans la mesure où elle pose la question de l'autre. L'autre en tant qu'être de langage, donc dans une relation d'égalité, l'autre en tant qu'être social, dans une relation d'égalité à construire. Les personnages intéressants de ce roman, pour moi, d'un point de vue, je dirais, politique, sont des personnages comme le petit professeur, quelque part, qui va jouer sa vie. Là. On dirait qu'il n'a rien à faire là où il va, mais il n'y va pas dans une mauvaise intention, il y va dans une intention de partage, et surtout quelqu'un comme Sophonie, qui est serveuse dans ce bar de riches, qui ne déteste pas les riches en tant que tels, elle ne déteste que leurs pratiques, mais elle ne les déteste pas en tant qu'être humain. Et quand elle se pose la question du où vais-je et que faire de moi, elle se la pose en se disant comment faire avec les autres. Je pense que les individus qui se cherchent sans poser cette question, comment faire avec les autres, comment vivre des relations saines, positives avec une collectivité, c'est eux que j'appelle les monstres, les nouveaux monstres. Alors il y a un personnage qui est aussi beaucoup soucieuse du collectif, qui est ce personnage de Manjan. Oui. Alors je voulais vous poser une question du coup sur le cimetière, mais peut-être avant je vais lire un tout petit extrait à propos de ce cimetière donc, qui est au bout de la rue d'Enterrement. Manjan affirme aussi que c'est une chance d'habiter une rue qui finit chez les morts. On y apprend très vite à distinguer le vrai du faux. Tous les jours défilent devant nos yeux des morts scellés dans leur cercueil. Nous ne voyons pas leur visage, mais ceux des vivants qui les accompagnent s'offrent à nos regards. Et Manjan veut que les choses qui se passent dans le cœur puissent être lues sur les visages. Selon elle, en y regardant bien, le plus naïf des gamins pourrait dire sans se tromper quelle veuve verse des larmes sincères pour un défunt sans qualité qu'elle continue pourtant d'aimer. Quels parents ou alliés ont la tête ailleurs et trouvent le temps long. Quel groupe de joueurs de dés sait que pour eux, tous, la chance vient de tourner. Vivre ne sera plus que glisser dans la mort, le partenaire qu'ils enterrent n'étant que le premier d'une longue série. Quel hurlement de fils prodigue sonne faux comme un simulacre. Je crois qu'il y a une maladie je crois qu'elle est venue de l'Occident, mais elle a tendance à se répandre un peu dans le monde. Nous vivons une époque, je crois que le théoricien américain Frederick Jameson en parle, Henri Méchonic en parle aussi dans l'un de ses livres. On dirait que nous vivons une époque où les gens croient que le monde n'avait existé que pour conduire à eux. Nous sommes la fin de tout, nous sommes les autres, ceux qui nous ont précédés, n'avaient pas d'autre fonction que de nous conduire à nous-mêmes. Et c'est terrible. Et moi, elle existe vraiment, et la rue d'Enterrement, en fait, tu la connais, et elle finit vraiment dans le cimetière. C'est fabuleux. C'est une rue qui finit devant le grand portail du cimetière. Alors, la présence de ce cimetière et la présence de Manjan, il est dit quelque part que le seul habitant du quartier à être plus âgé qu'elle, c'est le cimetière. Donc elle a vu défiler des morts, elle est le personnage qui fait le lien entre le passé, le présent, entre ceux qui sont en train de naître, qu'elle les voit grandir, ces jeunes, et les autres. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. On parle souvent de la culture haïtienne, mais je crois que c'est un pays qui commence à ne pas savoir ce qu'il sait de lui, ce qu'il a été, ce qu'il a pu produire. Et ce va-et-vient qu'elle fait entre les vivants et les morts, je n'aime pas le mot sagesse, mais il y a quand même là quelque chose qui a de l'ordre de savoir, d'un savoir, d'une production de sens. Et souvent, en regardant les vivants, elle dit « mais vous ressemblez à tel type de mort ». Et c'est assez intéressant. Nous ne sommes pas si différents des gens du passé que nous le croyons. Une autre chose qui m'a frappée, c'est que donc dans le roman, les différences entre riches et pauvres, elles se mesurent dans les fêtes. Donc, à un moment, le narrateur dit les fêtes des riches sont payantes. Enfin, il dit les fêtes des riches sont payantes quand les pauvres s'en approchent. Il suffit de monter les prix pour les décourager.
mais elle se mesure aussi les différences jusque dans les enterrements. Oui. Alors qu'on pense que la mort, c'est justement l'événement ultime devant lequel tout le monde sera égal. Ah non, les morts ne naissent pas égaux en droit comme les vivants. Ah non, et d'ailleurs, le grand cimetière, c'est intéressant, le grand cimetière est maintenant déserté par la bourgeoisie qui va enterrer ses morts ailleurs. Il y a trop de morts d'origine populaire dans le grand cimetière. Et c'est vrai, je connais des cas parce que cette bourgeoisie, elle a quand même ses vices de familles qui avaient, comme on disait à l'époque, acheté un caveau ou loué un caveau sur 90 ans. Nous, on dit un caveau. Et donc, dans ce cas, c'est le caveau familial. Donc, il est prévu que les enfants des générations à venir seront eux aussi enterrés là. Alors, parfois, quand un type meurt à 70 ans, son grand-père est enterré dans le grand cimetière, sa mère est enterrée dans le grand cimetière, il est riche comme tout. Je crois que le mort est très triste d'être enterré dans le caveau familial. Il aurait préféré être enterré dans le nouveau cimetière, très beau et vraiment éclairé la nuit comme un arbre de Noël, comme il est dit dans le roman. C'est vrai, il y a la ville des riches et la ville des pauvres. C'est assez clair. C'est justement autre chose qui est très frappant dans le roman, c'est justement ce cloisonnement géographique de la ville, qu'elle recrée des inégalités et des divisions de la société. Donc, et si vous permettez, la vérité c'est que le personnel de l'occupation, donc le personnel de cette mission des Nations Unies, et militaire et civil, et le personnel des ONG, c'est dans leur contrat, ils ne peuvent fréquenter que la ville des riches. C'est-à-dire ils ne peuvent pas aller boire, c'est interdit. Si une jeune femme qui travaille pour telle grande ONG à Port-au-Prince va boire dans tel quartier, elle sera renvoyée chez elle, elle va perdre son emploi. Donc cette géographie, cet itinéraire des riches est imposé, et plutôt bien vécu d'ailleurs, par le personnel de l'occupation. à propos du... Il y en a qui n'ont pas le droit de laisser Pétionville, qui n'ont pas le droit de descendre à Port-au-Prince, qui n'ont pas le droit de monter dans un véhicule privé d'un Haïtien. C'est assez net. Dans ce petit livre donc, qui est paru début 2015, donc le dictionnaire de la rature, donc c'est un petit livre que vous avez co-dirigé avec Geneviève de Météo et Alain Sancerny. C'est un petit dictionnaire très très drôle et impertinent qui propose de raturer un certain nombre de mots de la langue parce qu'ils sont mal employés, parce qu'ils sont mal aimés. Alors j'ai retenu un mot qui était le mot expert. Ah oui. Donc ces experts internationaux, donc on commence à en parler, qui vont de mission en mission, de pays en pays, qui prennent des décisions sans vraiment connaître l'endroit où ils vivent. Donc en fait, dans Candide à vous, on les croise surtout par le personnage de Sophonie qui va tous les mercredis travailler dans ce bar. Et on les croise en fait surtout en marge parce qu'on voit l'effet qu'ils produisent. Mais il y a effectivement simplement un personnage, la petite brune, donc celle qui fréquente le bar et qui a donc ses mésaventures sexuelles et amoureuses, qui illustrent parfaitement justement à la fois la logique de compassion et puis la méconnaissance du pays, son aveuglement à elle, et puis à la fin sa capacité d'oubli. Voilà, donc j'aimerais bien... Écoutez, bon, moi, il m'arrive de fréquenter les bars, tous les types de bars en Haïti. Enfin, à Port-au-Prince, il y en a où je ne vais plus, simplement parce que je les appelle des bars de blancs. Une fois, on s'est retrouvé dans un bar à Haïti à l'occasion du festival de Diaz. On était 7 noirs sur 123 personnes. Il y avait d'ailleurs 7 véhicules de la Croix-Rouge, 3 véhicules de Médecins du Monde. On les a comptés, ma soeur et moi, on était plusieurs. Il y avait même, je peux même prendre comme témoin Mélanie Lebris, la fille de Michel Lebris, parce qu'elle était venue en Haïti pour l'organisation du festival Étonnant Voyage. Donc c'est par là, moi. J'y vais plus, mais on peut arriver dans un bar et on voit quelqu'un vraiment qui se ment ou qui se trompe sur sa propre identité, ses propres besoins. On voit cette jeune fille qui n'est pas particulièrement jolie d'après les canons de l'étalon noir. Elle est la seule à ne pas voir que c'est pour lui
le coup d'un soir, et le mercredi suivant, elle revient parce que, bon, elle se cherche une humanité en tombant amoureuse d'un jeune noir visiblement plus pauvre qu'elle. Peut-être que dans sa tête, elle va l'aider un peu. Et ils vont fraterniser, trouver une conversation. Lui, il n'a pas de conversation, c'est un danseur de compas. C'est un danseur de compas qui n'est intéressé que par ça et qui après doit avoir une autre vie. D'ailleurs, quand il va dans ce bar, il change de prénom. Il porte toujours les mêmes vêtements, c'est son uniforme, c'est qui va travailler. Et voilà que l'autre, dans sa bonne foi, décide de tomber amoureuse de lui. Évidemment, on a vu des cas comme ça dans la vraie vie à Port-au-Prince, et on a voit une soir qui pleure, on se dit bon voilà. Comme il y en a d'autres qui ne se trompent pas, qui savent qu'elles sont là pour s'amuser, profiter un peu, aider un peu peut-être, mais économiser de l'argent et puis aller faire leur vie ailleurs. Et en même temps, cette jeune femme qui a vécu cette sorte de crise, dépression, bon déjà, on a été la dépression, c'est une maladie de riche, il faut pouvoir se payer un médecin pour tomber, souffrir d'une dépression en milieu populaire, parce que ça veut dire la dépression. Mais après tout ça, quand elle retrouve sa vérité, elle oublie. Elle oublie sa tristesse, elle oublie qu'elle était amoureuse, elle oublie tout ça. Et elle va vers un autre poste dans un autre pays où elle aura peut-être le loisir de se payer les mêmes erreurs, de pleurer et d'oublier cette nouvelle série de larmes. Donc c'est quand même terrifiant. Quand on le vit, quand on subit cela, je ne pense pas que vous puissiez imaginer ce que cela signifie, se réveiller le matin, voir ses chars, écouter l'ambassadeur des États-Unis dire il y aura des élections et voilà quels seront les deux candidats. C'est cela qu'on vit, le vivre au quotidien. Moi je suis vieux, mais je suppose que, d'ailleurs je suppose pas, d'ailleurs ils manifestent, on sent leur rage. Quand on est jeune et qu'on voudrait participer à la construction de son pays, on est étudiant en sciences humaines, on vit cela au quotidien. Il y a une révolte et parfois la révolte, elle ne trouve pas le langage politique et elle tourne au ressentiment. Et ça produit une sorte je dirais, de perversion des discours revendicatifs. Et dans le roman, un personnage comme Rodney, c'est un personnage qui n'est plus dans le discours revendicatif, parce que le discours revendicatif suppose une communauté, on ne revendique pas pour soi-même dans sa solitude, on revendique pour un ensemble d'êtres humains, et lui, il ne peut plus être là-dedans. Le ressentiment est trop fort, et le petit professeur qui est un vieux militant communiste, qui vient partager à la construction, contribuer à la construction d'un centre culturel pour les jeunes, voilà que le Rodney en question le déteste et le pousse. Le pousse à des actes et situations extrêmes. Donc la phrase de Mangène que vous mentionniez tout à l'heure, c'est un peu ça. Aujourd'hui, en Haïti, on se trompe parfois de cible quand on crache. On crache souvent sur les mauvaises personnes parce qu'on crache finalement sur celles qui sont plus proches de nous et physiquement et dans la condition que nous partageons avec ces personnes. Écoutez, faut marcher des kilomètres pour trouver un bourgeois sur lequel cracher quand on habite la rue de l'enterrement. Donc c'est plus facile de cracher sur son voisin et ça c'est vraiment une forme, une situation désespérante. Comment retrouver en milieu populaire urbain chez les jeunes un discours de la collectivité? Comment rêver encore de Kandiao, c'est-à-dire d'une grande fête qui serait symbole d'abondance et de partage et d'égalité. Donc il y a des gens qui me disent est-ce que c'est un livre de désespoir ou un livre d'espoir? Moi je ne sais pas, c'est un livre du réel. Il y a un autre personnage dont j'ai envie de parler justement, qui est le personnage d'Anselme, qui est donc le père des deux sœurs, Sophonie et Joël. Et donc c'est un vieil homme et c'est lui qui rêve de cette fête, qui rêve de Kandiao, il rêve de retourner sur sa terre natale pour avoir cette grande fête. Et lui, il était voyant, donc il prédisait l'avenir avec ses mots. Et il n'a pas vu venir justement tous les mots, là pour le coup MAUX, qui ont frappé Haïti.
Et justement, je trouve que la beauté de votre texte, c'est qu'il oscille toujours entre la célébration du pouvoir du langage, du pouvoir de nommer, et en même temps l'impuissance, notamment avec ce personnage qui est incapable de nommer. Mais je pense que c'est ça la tragédie du langage. Même pour dire l'impuissance du langage, on n'a que le langage. Donc c'est dans le langage qu'on se projette. Qu'on se projette quand on est désespéré, quand on veut quand même trouver source d'espoir. Et moi, c'est essayer d'arpenter, de visiter à travers les multiples voix des personnages, justement, ces possibles et impossibilités du langage. Je voulais lire un extrait justement lié à ce personnage d'Anselme. Pauvre Anselme. Anselme au corps usé, espérant que ses deux filles le soutiendront, chacune lui prenant un bras pour l'aider à marcher une dernière fois vers ses terres. Une voiture viendra les chercher pour les conduire à l'Archaée, sur des terres qui ne lui appartiennent plus depuis longtemps, qui n'appartiennent plus à personne. Même les anciens militaires et les avocats véreux qui se les sont appropriés n'en veulent plus. Des terres qui appartiennent désormais au cactus et à la poussière, où s'arrêtent les voitures des experts et des étrangers en villégiature pour photographier la sécheresse. Anselme, qui se prépare à faire le voyage inventé vers son village natal où les attendent, lui et ses filles, vaccines et tambours, dansent et victuailles. Anselme qui se croit au temps où il était assez riche pour s'offrir encore un babako, donc c'est une fête comme le Kangaroo, avec des vaches, des porcs, du clairin et des liqueurs pour tous. Anselme qui est retourné en enfance. Anselme qui croit que ses filles s'attellent aux préparatifs. Anselme a un reste de corps, avec ses jambes inutiles, son jeu de cartes abîmé. Anselme qui savait dire, par les vertus de l'as de pique et la ruse du valet de carreau, toi, femme, un homme entrera dans ta vie qui t'aimera un temps et puis te quittera. Toi, jeune homme, par la puissance du roi de cœur et la beauté de la dame de trèfle, tu aimeras deux femmes. La première te donnera tout, tu la quitteras pour une image. La deuxième te prendra tout. Tu erreras longtemps dans des quartiers marins et tu mourras en haute mer un soir de pleine lune. Toi, le vieil homme au corps cassé, la vie te réserve des surprises. Si tu es un homme juste, justice te sera rendue et tu retrouveras ce que tu crois avoir perdu. Anselme se parlant à lui-même en prétendant parler aux autres. Anselme et ses divinations, Anselme et ses divagations, qui n'avait pas vu venir qu'on lui prendrait ses terres, qu'il serait forcé de les vendre à bas prix, qui n'avait pas vu venir Port-au-Prince, la petite maison de la rue de l'Enterrement. Immacula est le premier bébé venu trop tôt, avant même qu'il ne s'adapte au vacarme de la ville, et le deuxième 3 ans plus tard, encore une fille, et les efforts, l'épuisement des piastres tirés de la vente forcée des terres, les emprunts, le petit boulot d'Immacula en tant qu'aide infirmière. Et un jour, comme ça, sans avertissement, une douleur à la poitrine. Et l'aînée des petites, rentrant de la petite école, demandant « Où est maman ?» Et la réponse « Sois grande ». Et depuis ce jour-là, elle a été grande pour 3. Plus grande encore quand les choses ont commencé à chavirer dans la tête du père. Anselme qui s'en est retourné vivre sur ses terres, sans bouger. Anselme qui ne sait pas que les Kanyavous d'aujourd'hui, ça se danse dans des bars de riches et que Sophonie porte les verres et les plateaux dans l'un de ces bars. Anselme qui n'a pas besoin de savoir que sur la route qui mène à l'Archaée, il y a des soldats qui ne parlent pas la langue du pays. Anselme qui n'a pas besoin de savoir que les 10 heures de bonne aventure de ce temps, ce sont des messieurs en costume, riches de per diem et de primes de risque, qui vont, viennent, s'en vont, reviennent, décident du jour où il conviendra d'évaluer la monnaie, de remplacer tel pont par un autre, de faire sauter à la dynamite tel pan de montagne, du jour où ils partiront, mais ce n'est pas demain la veille. Il reste tant de choses à faire ici. Anselme avec ses jambes de peau et d'os, ses jambes de baguette de tambourin comme disent les enfants. Ils ont raison, le monde n'est que corps, rapport d'un corps à l'autre, à lui-même, à l'espace. Il y a deux personnages qui, venant de milieux différents, se ressemblent beaucoup. Anselme, paysan riche, ancien paysan riche, donc un déclassé, qui se retrouve à Port-au-Prince et ses filles vont subir la pauvreté, et le vieux monsieur Vallière, qui lui est un riche bourgeois, mais un bourgeois du temps où Reynolds était jeune, c'est-à-dire des bourgeois cultivés, instruits. Et il a des fils, qui ne savent pas lire, qui sont incapables de faire une phrase concrète. Et Anselme et M. Vallière, ils sont en train, tous les deux, de parler à des gens qui n'existent plus, de vivre dans un monde qui n'est plus. Tout en n'étant pas de la même origine sociale. C'est une grande figure de vos livres, c'est les absents.
Les absents, ceux qui sont plus là, notamment dans L'amour avant que j'oublie, où on a un écrivain donc, qui rencontre une femme. C'est une inconnue, en fait, il lui écrit un texte à cette femme qu'il a croisée dans un colloque. Et là, il revisite ses souvenirs de jeunesse dans une pension de Port-au-Prince où il y avait 3 hommes qui étaient ses aînés et qui sont aujourd'hui disparus. Donc ces 3 figures, c'est l'étranger, l'historien et Raoul, donc qui sont des perdants mais magnifiques, qui sont des amants menteurs, des hommes authentiques blessés. Donc voilà, est-ce que ces absents-là sont là pour évoquer le passage du temps, les espoirs perdus ou la nécessité de la mémoire? Les ratages. Les ratages, nous n'arrêtons pas de nous rater. C'est valable dans les rapports entre individus, c'est valable dans les rapports entre sociétés. Et c'est cela qui pour moi fait problème. Les gens se voient sans se voir. Et par exemple, ces jeunes qui vont danser et boire et au Kangaroo, ils ne voient pas la serveuse. Ils ne voient pas la serveuse. Et est-ce que notre devoir d'humain ne serait pas d'essayer de voir un peu plus les autres, de les voir, de les entendre dans leurs différences, mais aussi dans ce qui pourrait éventuellement nous rapprocher. Et sans angélisme, je crois que quand même, dans le cas d'Haïti, c'est évident qu'il y a plus d'humanité dans ces milieux populaires et pauvres que dans les milieux de riches. D'ailleurs, la petite Bouine va en faire l'expérience. Parce qu'elle se retrouve là où elle ne devait pas être et qui va lui venir en aide. Surtout là où ce contrat lui interdit d'aller. Oui, parce qu'elle se trouve en effet là où elle lui a interdit d'aller. Mais il y en a qui savent ruser. Quand ils veulent sortir le soir, ils n'utilisent pas leur véhicule de service, ils prennent rendez-vous. C'est tout un... Il faudrait vraiment faire des reportages sur ce monde de l'occupation et de l'aide. Je suis étonné de voir la part de mensonges, de mascarade qu'il y a dedans. Est-ce que vous avez des questions pour Lionel Trouillot? Pour en revenir aux ONG, quelle est la part dans leur contrat de sécurité qui existe ça dépend. Dans cette interdiction? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a c'est les cas, c'est vraiment très strict. Et que si vous êtes dans telle rue à 9h du soir, c'est la fin du contrat, vous perdez votre emploi. Et il y a eu des cas où ça a été appliqué. Il y a vraiment, mais ça varie, il y a tout un... On pourrait faire un code des ONG, ça serait intéressant. Je suis étonné de voir ce qu'il y a dedans, qui sont des choses à la limite du racisme dans beaucoup de cas. Mais ça existe, et écoutez, il y en a qui n'en parlent pas, mais il y en a qui ne s'en cachent pas. Écoutez, si vous allez à Port-au-Prince, vous pouvez vérifier, vous verrez des contrats où c'est noir sur blanc, très, très clair. Très clair, et c'est vraiment effrayant. La personne lui dit, ah non, je ne peux pas faire un pas de plus, parce que là, je suis hors limite. Mais c'est réellement pour des raisons de sécurité, pour leur personnel. Écoutez, madame, c'est pas à moi de demander. Hein, c'est pas à moi. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Madame, c'est pour des raisons de sécurité. Parce qu'un mort noir haïtien vaut moins cher qu'un mort blanc de Médecins sans frontières. Donc on leur dit, vous n'allez pas là-bas, parce que ça nous coûtera trop cher de venir vous chercher en cas de problème. C'est pour cette raison-là. Pour des raisons de sécurité. Fondamentalement. Mais c'est pareil partout, hein. Partout où vont des ONG, en Afrique, partout, ils ont les mêmes règles. Hein. Oui, c'est pas la règle spécifique. C'est pas la règle spécifique à Haïti. Des Touaregs au Mali ou n'importe où, c'est pareil. C'est des règles de sécurité. Ce qu'on voit aussi dans ce cloisonnement de la société, et notamment le cloisonnement spatial, c'est la partie de la société haïtienne, donc la bourgeoisie, qui elle s'enrichit et travaille avec les institutions internationales. Et en filigrane, on voit qu'il y a des divisions qui remontent à très longtemps, en fait, depuis l'indépendance, je ne sais pas.
et qui se reflète donc dans la géographie de la ville, Ah oui, totalement. et entre le haut et le bas. Totalement. Écoutez, la bourgeoisie haïtienne, aujourd'hui, elle fait son commerce avec l'occupation. Et elle ne s'en cache pas. Elle ne s'en cache pas déjà l'immobilier. Aujourd'hui, quelqu'un qui est, je dirais, maître du secondaire, qui n'est pas riche, mais qui n'est pas parmi les plus pauvres, pour dire la réalité, a du mal à trouver un logement décent à Port-au-Prince, parce que quand vous avez des ONG qui louent, qui peuvent payer $3000 le mois, et tout ça rentre dans l'aide à Haïti, et c'est de l'argent qui va à une famille de riches qui possède 10 maisons comme celle-là. Alors, le cas de l'immobilier, c'est évident, mais en plus, on peut parler de toutes les activités commerciales et les rares activités de production. Tout cela est lié avec l'occupation. Les grandes compagnies minières du Canada qui sont arrivées, qui ont signé les contrats avec l'État, elles sont aussi, si vous voulez, portées par, je dirais, les subalternes de la bourgeoisie nationale. Je ne pense pas que la bourgeoisie haïtienne soit très pressée de voir partir les forces d'occupation. Alors pour continuer sur ce qui se passe la nuit, donc dans cette ville de Port-au-Prince, il y a une autre chose la nuit qui se passe dans le roman, qui sont les pilleurs de cercueil. Donc il y a deux sortes de pilleurs. Il y a les exécuteurs des basses œuvres de la bourgeoisie qui eux viennent prendre des morceaux de corps pour s'approprier les talents des morts. Et puis il y a les pilleurs de cercueil qui eux essaient de gagner un peu d'argent en pillant ce qu'il y a à piller. Et donc il y a dans le roman une anecdote, un passage extrêmement drôle. On voit un voleur qui sort la nuit du cimetière avec un cercueil et au moment où il va se faire arrêter, il prétend qu'il est un zombie. Donc, bon déjà je voulais le noter parce que c'est extrêmement drôle et c'est pas toujours le cas dans le roman. Et puis aussi, je me posais la question de comment... est-ce que vous êtes, vous, comme le narrateur de Kandiavou, un observateur des itinéraires et comment vous construisez vos personnages, vos galeries de personnages à partir de choses observées, choses vues? Je ne sais pas vraiment comment ça se met en place, mais je sais que j'observe beaucoup et que j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup, j'écoute. Cette anecdote, elle est authentique. J'en étais sûre. Moi, je dis souvent, quand les gens me parlent d'imagination, je dis que la vie se porte suffisamment mal pour qu'on puisse tout y trouver quand on veut parler du malheur, de l'injustice. Et parfois, elle nous fait rire. Et cette histoire, elle a un peu fait le tour. D'ailleurs, le roman est dédié au poète Inema Jeudi, qui est un jeune poète haïtien de 34 ans, qui est d'origine populaire, qui a habité la rue de l'Enterrement pendant 3 ou 4 ans de sa vie. C'est lui qui a attiré mon attention sur la vie du grand cimetière. Mais en même temps, j'ai recueilli tellement de données sur le cimetière, je ne les ai pas toutes utilisées, mais le cas est célèbre de ce type qui, un soir, va voler seul. Parce que les voleurs de cercueil, c'est une équipe. Et ils ont des véhicules qui les attendent. Et lui, ce soir-là, pour des raisons, je ne sais pas quelle urgence, il va seul voler un cercueil. Il le porte sur sa tête et il y a une voiture de police qui l'arrête. Et il répond d'une voix nasillarde. Les policiers l'arrêtent une première fois, ils continuent de marcher. Les policiers maintenant descendent de leur voiture, armes au poing, et ils lui disent vous allez où avec ce cercueil? Il leur répond d'une voix nasillarde. Écoutez, j'aime pas le lieu où ils m'ont enterré, je vais me chercher un autre cimetière. Alors ça fait le tour de... Bon, parce qu'il y a l'intéressant là-dedans, c'est que ces braves policiers, dans l'argent de l'aide, il y a des formations assurées par des militaires et policiers étrangers qui doivent gagner beaucoup d'argent en donnant ces formations, mais ils ne peuvent pas toucher à la culture, ils ne peuvent pas toucher au mythe. Et on a beau leur dire d'enseigner des techniques de ci et de ça, le policier haïtien il croit à l'existence des zombies et ça porte malheur d'arrêter un zombie sur son chemin. Donc ils ont pris la fuite. Comme cette anecdote qui est vraie, 8h du matin, rue de l'Enterrement, il y a un type qui sort du cimetière, il dit
je crois que demain il va changer d'appartement. Parce qu'il a dormi dans une cave. Et moi je pourrais plus parler du cimetière. Alors, si je faisais vraiment le roman du cimetière, ça aurait fait 1000 pages. Il y a des commerces de croix, il y a des commerces de beaucoup de choses dans ce cimetière. Il y a une vraie vie là. Alors, je reviens au personnage de Mangène, on dit. Oui. Donc, qui est vraiment. Donc, elle évoque souvent, comme on l'a entendu, la première occupation, sans dire la première. Et en général, quand elle évoque ses souvenirs, puisqu'elle parle souvent de ses souvenirs, elle mélange les dates. Mais là, on a l'impression que quand elle parle de la première occupation, ça devient très précis, comme si c'était vraiment les souvenirs cinglants, quoi. On entend le bruit des bottes, quoi. Et ça forme un contrepoint justement à la période actuelle, à cette occupation actuelle qui est plus insidieuse, parce qu'il n'y a pas de guerre en fait. Enfin, il n'y a pas voilà. Vous avez, comme je le dis dans le roman, vous avez de très jolis porte-paroles qui vous expliquent que c'est bien la démocratie, vous avez le droit de vous exprimer, mais en attendant, le prochain président d'Haïti sera élu par l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, et puis basta. Et vous avez une jolie porte-parole qui va vous expliquer tout cela dans une belle langue. Disons, voilà, c'est la démocratie. Et si elle est intelligente, elle sortira même quelques mots de créole. Alors là, en même temps, de notre côté, quand les étudiants manifestent, ils leur tirent quand même dessus. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Vous en parlez dans Bicentenaire. Quand vous étiez venu ici en 2013, on enregistre, donc vous aviez dit à chaque fois que je me prends pour un écrivain, un élément du réel me rattrape. Et je voulais savoir quel était le premier élément du réel qui vous avait rattrapé pour ce roman-ci, quel avait été le point de départ en fait. Je crois que ce que j'ai voulu dire par là, c'est que moi j'écris avec. J'ai reçu un très beau compliment de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, Laurent Godet. Il m'a écrit sur Bicentenaire, sur ce roman-là, sur Kandiaoui, il m'a dit « Tu as fait le pari du réel ». Et je pense que c'est ce que j'essaye. C'est ce que j'essaye de faire. Je me dis jamais, je suis un écrivain, je suis dans la création, dans l'invention. Je suis un peu comme le narrateur, un petit scribe de la vie, en essayant de capter ce qui est dans sa laideur et ce qui pourrait être dans sa beauté imaginée. Donc, je sors jamais du réel haïtien. J'aurais pu inventer une belle histoire d'amour entre tel blanc ou telle blanche et tel haïtien. Et là, je vois pas ça. Donc, je préfère être l'écrivain du réel. Je ne sais même pas si je préfère l'être. Je ne peux être que ça, finalement. C'est ma surdétermination. Et si on allait fumer? Ouais, merci beaucoup. Je vous propose une cigarette, de prendre un verre, de continuer à discuter de manière informelle avec Lionel Trouillot. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci.